Nouba Mira, Sponsoring et Wittelgir présentent. Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Chrono Fight People. Aujourd'hui, je reçois Rodrigo Alamos, coach emblématique et surtout coach qui a ramené avec Damien Alamos cette fameuse ceinture du Lumpini. Beaucoup de choses à lui dire, beaucoup de choses à lui demander. Alors tout de suite, c'est parti pour le générique. Une grosse expérience dans le Muay Thai et aujourd'hui un pied dans le MMA. Rodrigo, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, c'est parti pour le face-à-face. Alors la team Alamos, elle existe depuis 1999. L'aventure a commencé à Bordeaux, donc avec le Impact Aquitaine. Et ensuite, bientôt 11-12 ans à Paris. Voilà, donc depuis 8 ans ici au Club Dominique. Alors avec Rod, on se suivait sur les réseaux sociaux parce que j'étais en Thaïlande depuis 19 ans. Et il y a 2 ans, Jason et Fira sont venus s'entraîner chez moi. Donc on a fait connaissance comme ça, on se suivait à distance. Quand ces combattants avaient des combats dans mon équipe, voilà, on se parlait sur les réseaux. Et puis quand j'ai décidé de revenir en région parisienne, il m'a invité pour que je puisse le seconder au Club Dominique. Il y a eu 2 différentes distances. Il faut que je couvre très vite, 2 distances, distance de poing, distance de coude. Donc il faut vraiment être exposé sur la prise d'appui. C'est bon ou pas? Alors comment je perçois l'enseignement? Déjà l'enseignement, c'est une passion. Moi j'aime bien enseigner à tous les niveaux. Donc forcément il y a une pédagogie qui s'adapte à chaque fois. Plus on va monter dans le haut niveau, plus on va être dans la précision, plus on va être dans l'affûtage de la réaction motrice. Hein. Donc voilà. L'essence de l'enseignement, c'est vraiment chercher à faire performer l'élève, quel que soit le niveau, encore une fois. J'aime bien toutes les méthodes en fait. J'ai traversé vraiment les générations d'entraîneurs. Aujourd'hui, il y a vraiment aussi une méthodologie d'entraînement avec des thématiques où on va chercher le travail nerveux. Avant, c'était vraiment la répétition du pur et dur. Donc voilà, je fais un mélange de tout ça de manière à ce que si le pratiquant puisse s'éclater au mieux. Ouais. Allez, rentre au corps à corps, c'est ça. Reste droite. Voilà, hop, là tu fais contre-bras, contre-tête. Voilà, creuse le bassin. Aujourd'hui, maintenant en tout cas, les sports de combat sont populaires. Hein. C'est vraiment pour le grand public. Il y a une multitude de gens qui pratiquent, que ce soit la boxe thaï, la boxe française, enfin même le MMA au jour d'aujourd'hui. Avant, c'était un peu plus marginal. Il y a 20 ans de ça ou même 30 ans de ça. Mais ça s'est vraiment démocratisé. Les bienfaits des sports de combat sont reconnus. Mais il y a aussi une grosse pratique féminine, des champions, il y a beaucoup de filles dans les clubs, à tous les âges. Donc voilà, je pense que le contrat a été accompli. C'est donc Rodrigo Alamos qui est aujourd'hui l'invité du Chrono Fight People. Rodrigo, bonjour. Bonjour Xavier. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, merci à toi de m'avoir invité. Alors, c'est dans l'esprit de mon émission, les gens qui font du mouet et les gens qui font un peu de MMA. Toi, tu es totalement dans la cible aujourd'hui, puisqu'on se connaît également depuis longtemps du Muay Thai. Moi, je t'ai connu à l'Impact Aquitaine, à l'époque, le club de Bordeaux que tu avais. Avant de commencer de parler un petit peu de ce club et de ta carrière de coach, comment t'es tombé dans le Muay Thai? Parce que si je ne me trompe pas, avant, tu as fait des combats de boxe anglaise, de kick et même de boxe française. C'est ça, ouais. Déjà, le club Impact Aquitaine, c'est là où j'ai commencé. Et c'est là aussi que je me suis formé. Donc, du coup, je suis arrivé à la salle. Déjà, je voulais faire du Muay Thai. Mais l'entraîneur ne faisait pas de compétition de Muay Thai. Donc, il faisait des cours comme ça, vraiment très sommaires. Et il m'a proposé directement des combats de boxe française, de kickboxing. Donc, j'étais obligé de commencer par ça. D'accord. Et par la suite, il y a aussi une section aussi à l'époque de boxe anglaise, à Impact Aquitaine. Et donc, j'avais un très bon entraîneur et j'ai boxé en anglaise aussi. Est-ce que c'était des disciplines, du coup, que tu connaissais et que tu affectionnais ou tu l'as fait parce que tu avais envie de fight? Ouais, j'avais envie de fight. Puis après, au fur et à mesure, tu prends du plaisir. Hein, tu découvres un petit peu la philosophie de chaque discipline et let's go, quoi. Tu boxes, quoi. Tu boxes et tu perfectionnes. Voilà. En tant que combattant, t'étais plutôt quel genre? Est-ce que t'étais un rugueux qui avance ou t'étais un fin technicien? J'étais plus technicien. J'aimais bien maîtriser ce que je fais, regarder un petit peu, vraiment être patient. Et voilà. Après, c'est vraiment l'anglaise qui m'a appris à gérer tout ça. Parce que l'anglaise, c'est vraiment une boxe où tu t'exposes rapidement sur des coups qui sont assez efficaces.
Et j'aimais aussi faire les deux, c'est-à-dire pouvoir aller à la guerre, mais aussi savoir maîtriser mes appuis, ma distance, le cadrage, etc. Donc, Et à quel moment, du coup, tu fais la bascule entre ces sports-là et le Muay Thai en pratiquant sur un ring? Ouais. Après, derrière, c'est mon premier voyage en Thaïlande. Donc, à partir de là, en fait, c'est là où je voulais me perfectionner vraiment en Muay Thai, parce qu'il y avait déjà une demande à la salle de pratiquants qui voulaient faire de la compétition, etc. Donc, moi, en tant qu'entraîneur, je me suis dit, je peux pas enseigner quelque chose si j'ai pas les Est-ce que c'était un choc pour toi, cette première en Thaïlande? Ouais, bien sûr. Ouais. Je pense que pour tous les entraîneurs ou même les pratiquants qui ont découvert le Muay Thai pour la première fois en Thaïlande, c'est toujours un choc. Surtout à cette époque-là où il y avait beaucoup moins de phalanges d'étrangers qui Bien sûr. voyageaient. Bon, il y en avait, hein, bien sûr. Hein. Mais je veux dire, voilà, c'était quand même assez rare, entre guillemets. Et l'aventure était bien. Donc, la découverte de la culture, la découverte de la technicité, la découverte de la pratique du Muay Thai sur place. Et donc, forcément, ouais, c'est une grosse claque, quoi. Est-ce que quand tu vas là-bas, tu te rends compte en fait que c'est deux univers différents et que nous, on est en mode passionné, on kiffe, et Ouais. que eux, ils font ça pour vivre, tout simplement. Ouais, pour vivre. Et puis, il y a des vraies structures avec voilà, une vraie hiérarchie, des gros stadiums qui sont faits que pour ça. Hein. Donc, pour la première fois, je suis parti au Raja. Donc, ça aussi, c'était. Waouh. Ouais, ça doit être un choc la première fois où tu vas au Raja avec les parieurs. Ouais, exactement. Ouais, c'était. Je me rappelle, j'étais en haut là. J'avais pris la dernière place, la moins chère. Et Ouais, c'est ce que je vais te dire. Plus t'es haut et moins c'est cher. Ouais, c'est ça. T'étais Et donc, sur le c'était- toit, non? Ouais, pratiquement, ouais. Pratiquement, en plus, c'est vrai, c'est pas faux. Et, euh, et donc, voilà, donc c'était une belle découverte et j'ai accroché totalement, quoi. J'ai accroché totalement. J'ai appris les premières techniques de corps à corps que j'affectionne et c'est là que vraiment je me suis dit, ouais, faut que je me perfectionne dans cet art-là. D'accord. Donc, ton parcours, il continue. Donc, tu fais quelques combats en France. Ouais. Et c'est quoi la bascule entre le compétiteur et celui qui devient coach? Plus tard, d'ailleurs, dans la même team que tu as connu depuis le début, en fait. Euh, bon, déjà, d'une, j'avais pas mal de compétiteurs, et donc à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Parce que, comme tu sais, quand tu es compétiteur, eh ben, il te faut du temps, il faut de l'engagement, et il faut un encadrement. Moi, j'étais le coach, et il n'y avait personne qui me suivait. Donc, ça aussi, c'est compliqué à gérer. Mais surtout, au fait, j'ai eu un accident, et donc j'ai eu une blessure à l'œil. Donc, à partir de là, en fait, il faut que tu fasses des choix. Moi, j'ai des enfants. Je me suis dit, bon, est-ce que je continue, même si je prends des risques? Donc, je me suis dit, écoute, je vais arrêter. Donc, ça, et donc, voilà, c'est vraiment la raison. C'est vers 27, 28 ans où j'ai vraiment basculé. Vas-y, je fais que de l'entraînement maintenant et je me donne à fond. D'accord. Et voilà, l'objectif était le même. C'était d'être un bon entraîneur pour mes élèves et former des gens qui sont bons. Bon, on va pas se mentir, à l'époque, je dis pas que c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, ta team, c'était une grosse team. Ouais. En plus, souvent, on a tendance à penser, à croire qu'à Paris, c'est là où tout se passe. Mais en fait, à Bordeaux, vous aviez une team énorme qui faisait des super résultats. Est-ce que c'est une époque, je vais pas dire que tu regrettes, mais c'était quand même une superbe époque pour toi? Ouais, carrément. Ouais, comme tu dis, voilà, j'avais quand même une belle équipe. J'avais des compétiteurs de très haut niveau et aussi derrière aussi des jeunes qui étaient aspirés par cet élan-là et qui avaient une super dynamique. Donc voilà, et puis même, tu vois, à Bordeaux, j'organisais des événements, je faisais des galas, je faisais venir Ouais, des t'étais très tables. actif. J'étais très actif, voilà, c'est ça. Et donc à partir de là, ouais, ça manque, c'est sûr que ça manque. En même temps, chaque part de ta vie, eh bien, donc chaque cycle aussi qui est arrivé derrière, ils sont tous aussi bien. C'était un chapitre. C'est ça. Et effectivement, derrière, tu as eu d'autres chapitres. On va parler un petit peu du fait que tu es parti de Bordeaux et que tu es venu à Paris. Pourquoi déjà tu es parti de Bordeaux? Parce que déjà justement par rapport à cette grosse activité que j'avais au sein du club et voilà, j'ai beaucoup donné en fait pour les fighters. Après, j'ai pas eu forcément les retours, mais C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est souvent comme ça. ouais, c'est souvent comme ça. De toute façon, on est entraîneur passionné. Quand on fait ce sport-là, quand on entraîne à ce niveau-là, même si on a des boxeurs de bon niveau, de haut niveau, on n'a pas, voilà, on cherche pas ça au départ. D'ailleurs, c'est l'aventure humaine, c'est la passion. Tout à fait. Et voilà. Après, on se rend pas compte qu'on donne autant. Et bien, c'est après, j'ai dit, mais tu te rends compte, ce que tu faisais chaque fois, etc., pour eux, etc. Donc, c'est pas que je regrettais, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter ça. C'est trop énergivore. C'est marrant ce que tu me dis parce que, à te croire, à t'entendre, c'est comme si ce que tu faisais avant, tu le fais plus. Alors que moi, j'ai l'impression que tu fais la même chose. Ouais, je fais la même chose, mais autrement. D'accord. Il y a C'est quoi vraiment- la différence alors avec avant?
c'est l'implication un peu plus affective. Donc, je fais, mais je suis toujours un peu un recul par rapport à le plan affectif, même si tu en mets toujours. Hein, c'est pas, mais tu sais quand même dire ouais stop. Tu sais voilà là c'est bon, là c'est donné, et puis derrière on passe aux autres parce que quand il y a beaucoup de monde, c'est compliqué, tu vois. Et se centrer sur toi-même après ça devient compliqué aussi. Faut que tu avances aussi à côté, tu vois. Donc tu arrives à Paris. Je veux pas dire que t'es personne, parce que t'es quand même quelqu'un avec Ouais, un passé énorme en Muay Thai. ouais. Mais du coup, t'as pas de club. À l'époque, quand j'étais avec Sarah, donc on a monté l'association, Ouais. Team Alamos, et ensuite on a commencé à avoir des créneaux dans une petite salle à Quincy-sous-Sénart. C'est une petite salle vraiment dans les bas-fonds d'un bâtiment. On a commencé à avoir un petit groupe. Voilà, ça tournait bien. C'est à cette époque que t'as Mohamed Souane. Ouais, Mohamed Swan, c'était un Nakmoué que j'ai formé à Bordeaux. D'accord, Et donc il t'a suivi. et qui m'a suivi sur Paris. Est-ce que c'est le seul? Ouais, c'est le seul. Non, il y a eu aussi Mnie Fata qui est venu, on va dire, 1 an et demi, qui était avec lui justement. Ils habitaient ensemble, voilà, ils étaient 2 collègues. Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'à Paris, Mohamed Souane, c'était un boxeur quand même qui était un petit peu la vitrine de ta team? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, bah, c'était un espoir. C'était un espoir à Bordeaux déjà. C'était un des fers de lance des jeunes qui émergeaient après l'époque qu'on a eue. Et c'est pour ça que moi, je voulais pas le lâcher. Et lui non plus, il voulait continuer sa carrière. Donc, sachant que je pars, la dynamique avait un peu coulé à Bordeaux. Et c'est confirmé parce que derrière, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Il y a eu bien sûr des clubs formateurs, pour citer Albertier qui a formé des boxeurs, des bons boxeurs. D'ailleurs, mon fils aussi s'entraîne là-bas. Et donc voilà, mais après, derrière, ça a mis du temps. Ouais. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que malheureusement, parfois, un club repose sur un coach emblématique, tout simplement. Bien sûr. Et quand ce coach n'est plus là, c'est un peu compliqué derrière. Est-ce que toi, tu n'étais pas ce coach emblématique? J'étais le coach qui tenait le niveau, entre guillemets, mais aussi qui reflétait aussi l'âme de la performance, je veux dire. Et c'est celui qui était engagé, qui donnait tout pour les gens et qui amenait les gens à passer des steps rapidement. Et voilà, et puis c'est un engagement. Tu sais toi aussi, quoi, tu vois. Faut que tu sois engagé, faut que tu sois présent. Donc les gens, j'étais connu pour ça, pour mon engagement en fait. Et comment tu arrives du coup dans l'ancienne salle de Skarbowski? À quel moment tu arrives là-bas et comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé? On a créé l'association. Par la suite aussi, j'ai fait 2 années au MMA Factory, où justement il y avait aussi Mohamed Souane qui m'ont suivi, qui m'a suivi, il a s'entraîné avec moi. Et puis après ensuite, j'étais contacté. J'avais arrêté le MMA Factory. En fait, j'ai dit ouais, je m'arrête. Et puis l'été, il y a une personne qui est venue s'entraîner avec moi un peu dans 91. C'était un taxi, je me rappelle. Et du coup, il m'a dit écoute, moi je connais quelqu'un dans le 12e qui cherche un club, un entraîneur de Muay Thai. Et franchement, tu collerais très bien avec le lieu. Et voilà, moi je t'invite à aller voir le monsieur. Je suis parti voir les gérants et puis ça s'est fait comme ça en fait. Hein. Donc à cette époque-là, il y avait plus rien là-bas. Ouais, il y avait Eric Colette, je D'accord. crois, qui était là-bas et qui avait quitté. Et donc il se retrouvait son club, son coach de Muay Thai. Du coup, tu as repris quand même Enfin, t'as été dans un lieu qui transpirait ouais. le Muay Thai déjà. Exactement, tout à fait. Avec un gros passif, il y a eu André Zetoun en premier, qui a formé, qui a reçu des athlètes de haut niveau, dont Jean-Charles Skarbowski, bien sûr. Et Jean-Charles qui a pris la suite après derrière, avec le Nara Gym. C'est là où on venait visiter Jean-Charles quand il faisait les Best of Siam, Ouais. etc., avec Hakim. Et donc voilà, j'étais quand même assez content parce que le lieu, comme tu dis, avait une histoire avec le Muay Thai français. Et donc voilà, c'était bien de poursuivre un petit peu l'aventure et donner un petit peu... rendre un petit peu C'est quoi aujourd'hui ton regard sur le Muay Thai? Est-ce que tu dirais que, tout à l'heure, tu as parlé de passion, Ouais. est-ce que tu dirais que la passion, elle est intacte? Et surtout, on va parler un petit peu de ta vision du Muay. Et parce que je pense que tu es quelqu'un qui est très Muay Thai en Thaïlande. Et c'est vrai qu'en France, on fait pas le même Muay Thai. Ouais, c'est sûr. Donc déjà, pour la passion, est-ce que tu dirais qu'elle est intacte? Bon, concernant Ouais. Ouais, c'est intact, mais tout en sachant qu'encore une fois, il faut que je sache la gérer, tu vois.
Donc, si je commence à trop être passionné et me donner à fond et tout le week-end, je suis dehors avec les boxeurs, faut doser un petit peu. Est-ce que tu t'es déjà dit, tel moment, je vais arrêter? Est-ce que tu t'es déjà fixé une date? Est-ce que dans ta tête, tu sais quand tu vas arrêter? Non. Non? Je ne suis pas fixé. Donc la passion, elle est intacte alors. Ouais, la passion est intacte, ça veut dire que ça Ok. continue, tu vois. Ça continue. Par rapport au Muay Thai, donc c'est vrai que nous, en France, on pratique un Muay Thai ou une boxe Thai qui est un peu différente. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de plutôt désolant, ou est-ce que tu dis, bon, ben, on a adapté le sport différemment parce que c'est pas le même pays, c'est pas la même culture, c'est pas... Ou est-ce que tu aimerais que le Muay Thai en Thaïlande soit exactement le même que le Muay Thai en France? Déjà, même en Thaïlande, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, là, le Muay Thai n'est plus le même. Qu'à notre époque, quand on avait découvert, hein, t'es ma génération, donc forcément. Et même en France, Je suis un peu plus jeune quand même. ouais, tu crois? Ce dérivé, en fait, c'est fait au fil avec les années. On a appris, nous, le Muay Thai de Thaïlande dans les entraînements qu'on faisait en France, parce qu'il y avait encore des pionniers qui enseignaient, etc. Mais je pense qu'avec l'évolution, ça a un peu modifié la pratique. Et donc, on s'est enfermé au jour d'aujourd'hui avec beaucoup de points, liaisons, etc. Alors Ouais. que, Par exemple, est-ce que toi, t'es un fervent défenseur ou pas du 3x3? Ou est-ce que c'est un truc que je trouve absurde? non, 3x3, ça sert. Encore une fois, ça s'est adapté avec la demande. Il faut que ça soit un peu plus spectaculaire, un peu moins long. C'est vrai qu'en Thaïlande, ça démarre au troisième. Donc, forcément, on n'est pas vraiment dans le thème de la. Ouais, après, en France, ça démarre pas au troisième. Même à l'époque où tu avais des 5x3, Ah ouais. c'était rare que. Justement, c'est pour ça que je faisais Ouais. les différences entre La les différence, deux. la différence, déjà, en Thaïlande, à l'époque, c'était beaucoup les paris. Donc, forcément, il faut que ça démarre, il faut que ça mette en route, il faut que les cotes commencent à se mettre en place, etc. C'est qu'en France, enfin en Europe, même en Europe, voilà, ça partit rapidement. Si tu peux faire 2 rounds, le mettre KO deuxième reprise, c'est très bien. Alors que là-bas, en Thaïlande, non, tu vois, c'est mal vu d'ailleurs, même, parce que tu laisses pas travailler les paris. Ouais, t'as cassé le business de Ouais, tout le monde. exactement. Ouais. Mais en France, je trouve qu'il y a des très bons NACMOE, il y a des très bons clubs qui sont là depuis longtemps, mais qui forment des gens. Mais voilà, après, derrière, c'est juste une question de. C'est juste le truc, c'est que on a beaucoup moins le pouvoir de s'exprimer. Parce qu'il y a moins de galas, ou il y a moins de visibilité. Bien Donc sûr. forcément, c'est plus compliqué que les combattants qui sont bons se visualisent sur une carrière en France. Donc ils sont obligés de se expatrier en Thaïlande. En Thaïlande, voilà, ou boxer à l'étranger, et encore, c'est pas forcément super attrayant en termes de primes de combat, etc. Donc, Aujourd'hui, en toute modestie, est-ce que tu dirais, voilà, que tu fais partie peut-être des 5 meilleurs coachs de Muay Thai? C'est vrai que ton nom, il revient souvent, on va pas se mentir. Quand quelqu'un, un compétiteur, un pro cherche un club, il fait partie, tu fais partie des gens vers lesquels on se tourne. Est-ce que tu as conscience de ça ou... ben, j'en ai conscience parce que à un moment donné, tu vois, quand tu restes toujours, quand on t'appelle toujours sur les plateaux, quand tu ramènes des compétiteurs qui performent quand même, qui gagnent ou qui perdent, ils font des belles prestations. Donc à un moment donné, tu te dis ouais, on fait partie du panier des entraîneurs, tu vois. Maintenant c'est bien, mais ça te met aussi une pression. Bien sûr. Moi j'aime aussi. C'est un double tranchant, du coup. C'est un double tranchant. Donc à un moment donné, tu peux pas te relâcher parce que si les gens ils t'appellent, faut que tu ramènes de la qualité, même pour un amateur, parce que voilà, tu vois, il faut qu'il y ait un niveau technique qui Oui, soit. et puis ta team, elle s'appelle la Team Alamos, donc tu représentes une école. C'est ça, tu C'est- vois, c'est important. Et c'est important. Ouais. C'est vrai, c'est une prise de pression quand même, tu vois. Je la gère bien, ça va. Ouais, c'est ce que j'ai à dire, ça va. Je la gère bien. On va avancer. Ouais. Donc, on va ouvrir un autre chapitre de ta vie, Ouais. puisque doucement mais sûrement, aujourd'hui, on peut dire que tu as mis un pied dans le MMA. Donc, c'est pour ça aussi, c'est intéressant pour moi de t'accueillir, parce que c'est un peu la vision de Chronofight aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est des passionnés de Muay Thai, mais qu'on s'ouvre aussi au sport qu'on aime, parce qu'on a tous grandi aussi avec ce sport-là, avec la boxe anglaise, avec des sports de contact. Est-ce que toi, dans ta tête, parce que tu es quand même très passionné de Muay Thai, est-ce que tu te voyais un jour être au bord d'une cage? Franchement, non. Non, j'étais pas. J'étais loin de là. Comment ça s'est passé alors? Dis-nous tout. Après, comment ça s'est passé? J'étais loin de là il y a peut-être 3-4 ans. Maintenant, avec un pote, là, Yassine Waki, qui me prenait des coachings, justement, qui était D'accord. enseignant de MMA.
il me prenait des cours particuliers pour justement le Muay Thai. Et donc là, après, j'ai développé avec lui en fait la transition. Comment on peut utiliser le Muay Thai dans la MMA. Ouais. Oui, Et- parce que le Muay Thai, Ouais. dans la MMA, c'est du striking, c'est pas du Muay Ouais, Thai. c'est le striking, ouais, tout à fait. Mais comment t'es arrivé à cette transition? T'as parlé tout à l'heure que t'étais un petit peu au MMA Factory. Ouais. Est-ce que quand t'étais au MMA Factory, t'as vu des choses qui t'ont plu? Dans ta tête, ça a commencé un Bien petit peu à sûr. cogiter? Non, c'est ça, ouais. Mais exactement, c'est vrai. Mais à l'époque où j'étais, il y avait Taylor Lapidus, les frères Lapidus, il y avait Oui, c'était Legout. c'était la belle époque Exactement. du MMA Factory, qui était Exactement. Il y avait une Francis grosse team. Ngannou aussi. C'est vraiment. Et donc forcément, en voyant les entraînements et en voyant ce qu'ils proposaient aussi en striking, bien sûr que ben, tu commences à dire, ben, ça Ouais. pourrait passer, ça pourrait faire ça, ce travail-là, il peut être intéressant. En lutte, on peut passer les coudes. En lutte, on peut travailler les sweeps, etc., etc. Donc forcément, les ponts se sont faits rapidement. Et, Parce que de manière générale, aujourd'hui, tu penses quoi du niveau de pied-point, de striking, voire même de Muay Thai, des combattants? Alors, on va parler de l'UFC, puisque c'est censé être la crème de la crème. Ouais. Est-ce que tu dis que que le Muay Thai a beaucoup à leur apporter, ou est-ce que tu te dis qu'il faut juste adapter ce qu'ils savent faire? Globalement, le Muay Thai, je pense qu'il est pas du tout exploité en MMA, surtout Ouais. sur la mi-distance, sur la distance de corps à corps, etc. Maintenant, après, le striking qu'ils peuvent développer, il est quand même intéressant. Après, moi, en MMA, en fait, je dis pas je te faire du Muay Thai. Je prends à chaque fois que j'ai pris un athlète en main, j'analyse un peu sa boxe et je vois ce que je vais apporter, ce que je peux lui apporter avec l'esprit du Muay Thai. Mm. Et quand il travaille en lutte, je vois comment il place ses bras, etc. Je lui propose des choses de manière à pouvoir exploiter ben, les armes du Muay Thai. C'est pas, je lui fais du Muay Thai. Puis après, c'est vrai que mon savoir aussi, et puis mon savoir en boxe anglaise, en boxe française, la boxe française, c'est assez mobile, tu vois. Il y avait beaucoup de fluidité, etc. Donc ça m'apporte aussi cette vision-là. Ouais. Donc, C'est-à-dire qu'avant même de te retrouver dans le MMA, finalement, tu avais déjà cette vision un peu de mixer les Exactement. sports, parce que t'en exactement, as fait plusieurs. J'ai pu m'adapter à toutes les Comment arrive le travail, la proposition de travail avec Nassourdine? Nassourdine, ben écoute, tout simple, hein, c'est son manager, Younes, qui était ancien combattant chez la Team Bilos. Ouais, tout à fait. Donc voilà, qui m'a contacté. Ça va, Rod, tu vas bien? J'ai un top fighter qui a besoin de toi, enfin que j'aimerais que tu l'entraînes. Et let's go, il m'avait pas dit au départ que c'était Nassourdine. Hein. D'accord. Et puis derrière, ben écoute, Parce voilà. que tu le connaissais du coup à l'époque, Nassourdine? Nassourdine, Tu ben, suivais écoute, un peu? quand je suis parti du Factory, il est arrivé. Et je l'avais vu 2-3 fois avec Daguerre, son frère. Deux, trois entraînements comme ça. J'ai dit, wow, c'est quoi ces mecs, ça envoie et tout. Et du coup, voilà, on s'est croisés comme ça, mais on s'est pas vraiment connus. Mais tu regardais le MMA avant? Est-ce que c'est un truc vraiment que tu regardais Ouais. au-delà du fait de s'intéresser, est-ce que vraiment tu regardais le MMA? Ouais, je regardais, ouais. Je regardais un petit peu, ouais. Un petit peu. À Bordeaux, en fait, je me rappelle, il y a Yacine Métairie j'avais fait un événement. Il m'a dit, ouais, je te ramène des cassettes, tu sais, tu connais pas un peu à l'époque, ça s'appelait, je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Ultimate Fighting, voilà. Ouais, Ultimate Fighting, ouais. Ouais, il m'a ramené des DVD comme ça. Ultimate Fighting Championship. Voilà, c'est ça. C'est l'ancien nom, c'est l'UFC. C'est l'UFC, c'est ça. Et il m'a dit, je trouvais ça, des vidéos et tout, j'ai rien à On l'a tous connu cette époque où sous le manteau, on se passait. C'est ça, ouais, exactement. Je dis, mais ça marchera jamais, c'est de la bagarre, ça, je disais. À l'époque. Et puis là, regarde où est-ce qu'on en est, quoi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Aujourd'hui, le MMA, c'est le sport en vogue. C'est le sport de combat peut-être le plus regardé. Nassourdine, qu'est-ce que tu penses que toi, tu lui apportes à Nassourdine? En quoi tu as le sentiment de l'avoir fait progresser? Alors moi, comme je t'ai dit avant, quand j'ai pris en main Nassourdine, j'ai analysé un petit peu sa boxe. J'ai regardé des sparring, j'ai regardé ben voilà, ses attitudes. Après, très vite, ben voilà, ma directive, c'était quoi? De stabiliser. Stabiliser sa boxe, avoir moins de déchets sur, ben, quand il se jetait un petit peu sur la droite, Ouais. les appuis, les transitions de distance aussi. Des détails qui font qui qui font font la différence. qui font la différence sur du haut niveau où tu vas, ben voilà, tu vas avoir plus de contrôle. Dans ta boxe, et puis avoir plus de créativité, tu vas pouvoir exploiter un peu plus d'autres armes que quand tu vas aller mettre une droite, tu plonges, et ben, tu peux pas enchaîner le percute, tu peux pas enchaîner le genou, tu vois ce que je veux dire. Enfin, donc forcément, il y a un peu plus de stabilité. Pour moi, c'était un athlète complet. Hein. D'ailleurs, c'est un superbe athlète, c'est un mec qui, tu peux lui proposer beaucoup de choses, il va très vite s'adapter, comprendre.
et il va essayer très vite de le mettre en application sur les sparring. Donc en fait, c'est un kiff en fait, d'entraîner aussi Nassourdine. Ouais, c'est quelqu'un qui. C'est un charbonneur. C'est un charbonneur, D'accord. voilà, voilà, c'est même parfois blessé, il me dit viens, on s'entraîne, je dis non, t'es blessé. Et aujourd'hui, le fait d'être à l'UFC, déjà, est-ce que l'UFC, la première fois que tu as mis un pied là-bas, est-ce que tu avais les yeux comme un gamin? Est-ce que tu te dis, waouh, on est dans un autre monde? Euh, je me dis waouh, c'est un trop de monde, mais j'ai pas, j'étais focus sur l'objectif. Tu vois, T'as pas eu le temps de kiffer? non, si j'ai kiffé, mais j'ai kiffé dans la performance. D'accord. J'ai kiffé dans la performance et puis en vrai, en MMA, on est vraiment sur Nassourdine, on est vraiment une équipe. Donc vraiment, tout le travail est vraiment coordonné, apprécié de tout le monde. Et donc forcément, tu vois, c'est une grosse satisfaction de team autour de Nassourdine. Et puis quand Nassourdine reconnaît son travail, tu vois, ça, c'est une grosse satisfaction aussi. Donc c'est déjà ça. Et puis après, c'est sûr que quand tu rentres, quand tu fais l'entrée, quand tu es à Louisville, ouais, c'était énorme, quoi. Ouais. Bien sûr, à Paris, c'est un Bien truc sûr. de fou. Ouais, c'est On un l'a truc vu, de bah, fou. même sans y être, on le ressentait Ouais, non, franchement, avec les Marseillaises du c'est un public. truc à vivre, ouais, franchement. Et alors, bah, pourquoi pas ouvrir ton gym de MMA? Est-ce que c'est un truc auquel tu penses ou est-ce que tu dis non, Muay Thai Forever? Déjà, Muay Thai Forever, ça, c'est notre problème. Et après, derrière, on m'en a parlé. On m'a parlé, oui, pourquoi tu fais pas ton truc? Je dis, c'est comme ma démarche avec le Muay Thai. Donc, si j'ai pas de vraies bases ou j'ai pas des vrais, comment dire, des vraies consignes, une vraie pédagogie où je vais pouvoir enseigner, je dirais jamais que je serai un top au sol. Oui, mais tu pourrais t'entourer. Ouais, Tu je pourrais peux être un head m'entourer. coach Ouais, être coach, et ouais. t'entourer de Tout à fait. personnes, mais aussi, Mais parce qu'aujourd'hui, tu as une vision certainement du MMA qui est différente de quelqu'un ouais. qui n'y connaît rien. Est-ce que c'est un truc qui t'a traversé l'esprit ou vraiment tu te dis, voilà, moi j'aime le mouet, j'aime les shoots, le sol, ok, c'est une expérience Non, non. compliquée et particulière, parce que c'est du travail aussi, ceux qui sont au sol et qui travaillent en grappling, c'est du Ouais, travail, des années de travail. c'est ça. Mais est-ce que toi, tu te dis, non, moi vraiment ce que je veux, c'est voilà, debout. Non, non. Mais écoute, franchement, J'ai l'impression que t'es pas fermé. Hein. non, je suis pas fermé. Franchement, j'allais te dire ça, je suis pas fermé dans le sens où ben, j'étais aux côtés de pas mal d'entraîneurs, j'ai vu pas mal d'athlètes. Voilà, j'ai suivi des entraînements de haut niveau et j'ai vu ben, les exigences. Et aussi, quelles étaient les consignes, comment ils ont travaillé, Ouais, comment ils fonctionnaient. Bon, c'est pas très loin c'est pas très loin du ouais. pied-point parce qu'il y a toujours des travails à thème. Et puis, Euh, est-ce que t'as pas l'impression d'apprendre en vérité? Est-ce que, ben est-ce oui, que en étant ben, observateur, t'es à pas en fond. train d'apprendre énormément de choses? À fond, tu connais autant que moi que observer, Bien analyser, sûr. tu apprends beaucoup aussi. Donc forcément, oui. Et puis comme on est des entraîneurs on a de l'expérience, donc tu vas pas aller, tu vas chercher le point qui est important. Tu sais que ça va être important. Tu sais que ce truc-là, bon, tu peux le laisser un peu, mais tu le gardes en bas. Mais ça, c'est important. Tu vois. Donc, tout ce qui est qualitatif et pertinent, tu l'absorbes et tu le mets. Et c'est vrai que sur le coaching, même parfois MMA, où je coach des mecs en sparring, eh ben, je leur donne des consignes qui sont pertinentes parce que je sais que ça marche. T'as une grosse expérience, on peut pas le nier. Donc, Ouais, ouais, franchement, ouais, et c'est aussi ça qui fait que un combattant même de MMA, quand tu rejoins sa prépa, bah, je pense qu'il a confiance en toi parce que t'es pas n'importe qui et ça c'est important. Tu travailles aujourd'hui avec Nicolas Hoth, qui est donc Nicolas Hoth, ouais. le head coach Head coach. de Nassourdine. C'est quoi vos rapports et de quelle manière vous faites une préparation si par exemple lui, il a un game plan qui est particulièrement axé sur le pied-point, est-ce qu'il va t'en parler? Est-ce que vous allez regarder les combats de l'adversaire? Comment vous travaillez ensemble? Écoute, ouais, c'est tout ça. Déjà, Nicolas Hoth, je l'avais connu au MMA Factory, parce qu'il était au MMA Factory. Et lui-même était c'était un des premiers qui m'a fait confiance, dans le sens où il m'avait demandé de l'aider à la préparation à ce championnat du monde amateur. Donc, à partir de là, tu vois, il y a déjà cette relation de confiance. Je dis, voilà, je sais que tu as une compétence. Donc, après, chacun fait son petit chemin de son côté. Et donc, après, on se retrouve ben, à être ensemble ben, sur le camp de Nassourdine. Et donc voilà, ouais. Déjà, Nicolas, il a une démarche ben, de me poser la question. Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que tu vas travailler? Donc forcément, je lui expose ce que j'ai vu, Ouais. ce qui pourrait passer, etc. Ok, moi ça me va. À chaque fois, il me dit ça va. Peut-être on va peut-être laisser ça de côté parce que sur les phases, lui, il a une bonne single leg, etc. Il y a plein de petits détails comme ça qui m'expliquent, que j'absorbe. Je dis ok, c'est cool, ouais, ça marche, c'est parfait. Et voilà, donc au fur et à mesure, on installe une communication qui est très,
très en échange, en dialogue. C'est pas un truc fermé. Et donc voilà, après, bien sûr, on visualise. Regarde, tu l'as fait là, ça pourrait passer parce qu'à chaque fois, ils se dépassent comme ça, etc. Ta, 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 ta. Ouais, en fait, le succès, je pense, de Nassourdine, parce que je ne sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y avait le Nassourdine d'avant et le Nassourdine d'aujourd'hui. Tous les passionnés de MMA, je pense, je vois la différence entre comment il était avant au MMA Factory, pour parler clairement, Ouais. et comment il est aujourd'hui. Est-ce que le changement de team, ça n'a pas été un déclic pour lui, ou est-ce que, pour parler encore une fois franchement, est-ce que du coup, vous lui apportez des choses qui sont complètement différentes avec Nicolas Hoth, avec toi-même, avec son frère Daguerre qui peut-être prend plus de place aujourd'hui qu'il n'en avait avant? Exactement. Ouais. Est-ce que c'est pas tout ça qui a fait le succès de Nassourdine aujourd'hui? Ben, clairement, moi, clairement, c'est ça. Déjà, en fait, quand l'athlète se sent entouré et que tout le travail est centré sur lui, c'est-à-dire que, ben voilà, c'est comme une Formule 1. Tu vois, tu es en train de faire des réglages. Si tu as toute une équipe qui fait n'importe quoi ou qui n'est pas forcément structuré, eh ben, ça va pas rouler, ça va pas être performant, ça va pas aller vite. Là, c'est pareil, que tout le monde se met autour de lui, en train de ça, c'est bon, on garde ça, etc. Donc, tous les réglages se font au fur et à mesure. Et à un moment donné, ben, c'est une fusée. Donc, Et puis la fusée décolle. elle décolle L'objectif, c'est la ceinture. la ceinture, tout à fait. C'est la ceinture. Est-ce que ce combat, il en rêve, Nassourdine? Est-ce que c'est un combat qu'il a envie de faire? Je me doute bien que oui. Ah oui. Mais est-ce qu'il se rend compte qu'il pourrait être peut-être... alors à l'heure où on parle, il y a peu de Français qui ont la ceinture UFC, mais qui pourrait être potentiellement le premier Français à amener une ceinture de l'UFC. Ouais, mais bien sûr, oui, c'est l'objectif de sa vie de sportif. C'est comme ça, c'est un rêve qu'il a eu, c'est une vision qu'il a eue, comme tous les champions. Et comme je pense que Damien aussi, à l'époque, quand il m'a dit je vais en Thaïlande, c'est pour la ceinture, tu vois. Et quand tu aboutis, ben, tu restes de plus en plus focus parce que ça approche, c'est maintenant. Et donc forcément, tu restes concentré. Et si tu as une équipe qui est avec toi derrière, qui reste concentrée avec toi, c'est encore plus, Bon, écoute, on espère Ouais, bien voir sûr. ce combat arriver. Ouais, Et puis surtout, malgré tout, tu serais dans le coin. Et tu représentes quand même le Muay Thai Muay Thai, ouais. avec ton Franchement, je suis fier de ça, passé. représenter le Muay Thai, ouais. On va passer à la prochaine rubrique, Ouais. donc, qui est le photomaton. C'est simple, je vais te proposer 5 photos Ouais. et à toi de réagir dessus. D'accord. Donc tout de suite, c'est parti pour le photomaton. Donc la première photo, en fait, c'est une photo où il y a deux époques qui sont distinctes. Ouais. Il y a Damien en éducatif avec un plastron, C'est ça. là où les gens parfois qui critiquent les plastrons disent oui, ça sert à rien le plastron. Et il y a Damien, vainqueur, champion de la ceinture du Lumpini. En fait, d'abord, première question, est-ce que à ce moment-là, le petit Damien, comment tu dis qu'un jour il va arriver ce grand Damien? Euh, Est-ce que ça a Comment toujours je été dis son rêve de devenir un champion et ouais. le champion d'une des ceintures les plus Ouais. symboliques, quoi. Non, ceinture du Lumpini m'a commencé, je crois qu'il va avoir 9-10 ans là. Mais je pense qu'il a commencé à en parler vers 13 ans, tu vois. Vraiment, voilà, il voulait vraiment faire ça. Mais non, ben non, franchement, ouais, donc moi je me projetais pas vraiment, quoi. Je savais qu'il avait des qualités hein, quand il était petit. Ouais. Lui aussi a fait de la boxe française, etc. Donc il a fait vraiment une bonne gestuelle déjà. Et du coup, voilà. Mais Mais, il faisait partie déjà des jeunes ouais, en ouais, éducatif qui étaient était bien, remarqués, un peu ouais. comme d'ailleurs il y a une photo avec Bobo Sacco. Bobo Sacco Ouais, ils sont boxés qui sans combattre. est super drôle et en même temps super révélateur Ouais, grave. du travail qui peut a être été fait fait, les pour deux teams, des ouais, pour des franchement. combattants comme ça qui commencent en éducatif. Exactement. Tu penses quoi de l'éducatif? Est-ce que pour toi c'est une bonne école? Bien sûr, c'est une bonne école. C'est là que tu apprends à, ben, déjà à mettre en application ce que tu fais à l'entraînement, mais aussi à savoir si tu es vraiment un combattant ou pas. Si tu sais maîtriser tes émotions, si tu sais appliquer des choses, etc. Et puis l'entraîneur, c'est un kiff. Ouais, t'apprends le métier aussi. Ouais, ça prend le métier, exactement. C'est pour ça que moi, je continue mes cours de tout petit à 15 sous Sénard. Là, Bah oui. J'étais là ce matin à 10h du mat avec les petites de 6 ans jusqu'à 10 ans. Même si j'ai besoin de nous prendre après derrière, mais franchement, je continue parce que c'est un kiff de les enseigner un petit peu, de leur inculquer un petit peu tout ça. D'accord. Donc la prochaine photo, on l'a dit, hein, on en a parlé un petit peu. La prochaine photo, c'est l'UFC. Ouais.
Est-ce que ce parcours que tu as aujourd'hui en tant que coach de striking de Nassourdine à l'UFC, Ouais. est-ce que tu as envie que ce soit quelque chose qui t'ouvre des portes différentes et je repose la question de tout à l'heure, est-ce que voilà, finalement, le gym à la Mos en MMA, c'est plus que d'actualité finalement? Alors, ouais, ça, déjà, ça m'a ouvert des portes, hein, parce que je fonctionne avec d'autres gyms, l'US Métro, il y a quand même aussi des combattants de haut niveau. Maintenant, comme je te dis, je patiente encore un petit peu. Et si vraiment je vois que je m'entoure, en fait, c'est encore une fois, c'est l'entourage. Moi, je veux dire, je sais, on fonctionne toujours avec des gens où tu sais que tu dois être sûr de toi. Parce que quand tu t'engages dans un projet, Bien sûr. il faut que tu aies des gens solides autour de toi. Donc, à partir de là, ouais, comme je disais, je m'entoure avec des gens qui ont du sol, qui ont de la lutte, etc. Pourquoi pas, tu vois? Mais encore une fois, je suis encore tout neuf dans le game de l'UFC, même si j'entraîne le numéro un dans sa catégorie. Mais voilà, je suis encore tout neuf. Et puis, moi, j'aime pas me précipiter. Si j'ouvre un gym, c'est pour que je fasse de la qualité. Je comprends. Je comprends. Et tu as bien raison d'ailleurs. La prochaine photo, notre ami Aziz Lali. Aziz Lali, ouais. Est-ce que vous avez fait un très beau parcours avec Aziz, qui Bien était, sûr. d'ailleurs, on en revient toujours à ça, qui a fait également sa Transition transition MMA, ouais. en MMA. On en revient toujours finalement. Ouais. Est-ce que Aziz, je crois qu'on le surnommait le magicien. The Magic, je Ouais. l'appelais. Alors, est-ce que vraiment c'est un magicien? Ouais, c'était un magicien. Aziz, c'était un surdoué. À la salle, c'était incroyable. Ouais, il avait un timing de fou, il avait une aisance dans ce qu'il faisait qui était extraordinaire. Et voilà. Ouais, franchement, c'est un de mes meilleurs élèves. Dans le top 2, ça serait voilà, Damien et Aziz. Ouais, d'accord. Voilà, tout simplement. Et Il a fait des combats magnifiques, Aziz, et on parlait ouais. de Muay Thai, c'est quelqu'un Ah non, qui non, est une c'est sûr. référence dans le Muay. Exactement, c'est une référence. Et je suis très fier d'avoir amené dans ce milieu-là. Et puis, il avait quand même un haut niveau. Après, on s'est séparés. Il a continué à combattre. Il est resté dans haut niveau. Mais voilà, je pense que c'était le premier à donner une défaite à Bobo Sacco. Oui, ouais, ouais. En tout cas, je me souviens, c'était un super fight. Ouais, ouais. Ah ouais. Prochaine photo. Bah, la prochaine photo, c'est simple, hein, c'est la famille. Quelle place pour toi Ah, la famille. à la famille, Mmh. donc tes enfants, ton neveu? C'est Miguel Emael à Bordeaux, hein. Ouais, Ouais, ok. Mais bien sûr, c'est important. Ouais, c'est important. Maintenant, après, la place que je leur donne, ils connaissent, enfin, Miguel et Maël notamment, ils connaissent un peu l'investissement parce qu'ils l'ont vécu vraiment à Bordeaux. Et c'est vraiment une époque où vraiment j'en ai pas mal pour le club et que je me déplaçais pas mal aussi. Et ils ont suivi l'aventure aussi de Miguel et de Damien. Et donc forcément, ils connaissent l'investissement, on est OK. On en a parlé même après quand ils sont grands, on est OK dans le sens où on sait pas ce que tu as fait et nous on approuve, tu vois? Et c'est important. si demain, Miguel, il te disait j'arrête le Muay Thai, C'est OK, c'est c'est son OK. choix. C'est son choix. Je sais que Miguel, c'est un garçon très posé. Il évalue bien les choses, hein, mais après, ça reste un kiff, le Muay Thai. Et voilà, il a eu son master récemment. Donc, Ouais, il met pas tout dans le Muay. Mais est-ce qu'il a envie de le ouais. ramener encore une ceinture du Lumpini à la team Alamos? Ceinture de Lumpini, je sais pas. En tout cas, Lumpini, il a beaucoup moins de valeur qu'avant. Ouais. Mais j'en ai parlé avec lui, justement. Il m'a dit, ouais, j'ai envie de performer, de faire quelque chose, enfin, en tout cas. Il sait pas où est-ce que ça va le mener, mais en tout cas, il va se donner à fond. Et puis voilà, mais c'est quelqu'un qui a une autre vision que Damien. Forcément, bon, il a fait des études, Damien, là, il a vraiment tout donné pour le Muay Thai. Ouais. Et donc forcément, voilà, il a une vision un peu plus claire. Et on a parlé d'ailleurs avec Damien de tout ça. Il s'est fait un peu comment dire, Miguel, il a fait ça, moi j'ai pas fait ça, tu vois, un peu de comparaison. Mais le but est le même, en fait. T'es épanoui. Voilà, c'était pas lui, ouais, c'est ça. Voilà. Peut-être qu'il va être épanoui plus Ouais, dans c'est ses ça. études. Voilà. Bon, on souhaite en tout cas qu'il soit épanoui. Et puis, dernière question. Donc, Nassourdine, Ouais. est-ce que si tu l'avais en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? C'est quoi vos rapports? Qu'est-ce que tu aurais comme message à lui faire passer? Déjà, je suis fier un peu de ce qu'il accomplit. Et que voilà, en fait, ce que j'aime bien dans son histoire, c'est que c'est une histoire familiale. C'est un peu comme nous.
en fait, comme les Alamos, avec une fratrie qui est là. Damien, il est devenu champion. Il y avait son frère aussi, Mike, qui était derrière. Enfin voilà, mon frère, enfin etc. Et donc lui, c'est pareil en fait. Il a sa famille, son frère Ibrahim, Daguir, son père qui le soutient. Et il a promis à ses parents qu'ils devraient être champions. C'est quand même une histoire assez noble. Et ouais, je respecte beaucoup ça. D'accord. Bon, bah écoute, merci pour tes réponses. Mais On va merci passer à toi. tout de suite à la dernière Aïe. rubrique. Aïe. C'est les 3 questions qui tuent. Ouais. Tout de suite, les 3 questions qui tuent. C'est parti pour le générique. C'est parti donc pour les 3 questions qui tuent. Donc, un rendez-vous où tout le monde devra y passer. Et c'est donc à ton tour. La première question pour toi, Rodrigo. À l'époque, en France, Damien Lamos, qui aurait pu le battre? Mais vraiment, qui pour toi aurait pu battre Damien à l'époque, quand il était à son prime? Alors, on a parlé déjà avec Damien. Et après, ouais, c'est le Nakmoy qui était vraiment aussi qui performait dans un circuit européen, mais aussi en Thaïlande. Moi, je voyais que Fabio, quoi. Fabio, d'accord. J'aurais pu vraiment donner du fil à retour à Damien. Le battre, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui ça aurait fait un combat de fou. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, ouais, ce que je sais dire, parce que on n'a pas eu de proposition de ce fight-là. Parce que les deux, à leur prime, tu vois, ils ont boxé quand même des combattants qui sont très cotés en Thaïlande. Et voilà. Donc à 63-5, je pense que ça aurait fait un gros fight. Ouais. Ah, je te confirme que ça aurait fait un gros fight qui aurait régalé les amoureux du Muay Thai. C'est ça. Le MMA, pour toi, tu peux nous le dire maintenant. Ouais. C'est que pour l'oseille. Non. Il y a bien sûr la MMA, parce que quand on dit MMA, c'est sûr, même les jeunes, ils pensent oseille. Mais déjà, moi, je suis déjà passionné, tu vois, encore une fois, de l'être humain, de comment on évolue, comment la relation, comment elle se construit. Et c'est sûr que bon, l'argent est un paramètre qui est important, parce qu'il y a de l'argent. Mais voilà, je suis pas dessus. C'est pas quelque chose qui va me bloquer, tu vois. Moi, on discute avant, ok, c'est bon. Ça me va, tu vois. C'est pas, je veux pas à chaque fois demander plus ou quoi que c'est ça. Parce que voilà. Et puis à un moment donné, moi je trouve que ton travail est valorisé quand les gens te donnent sans forcément demander. Et puis voilà. D'accord. J'ai pas ce rapport d'argent, tu sais, tu connais. Ouais. Bon, bah, écoute, moi je pose les questions Ouais. qui fâchent. Ouais, moi ça me fâche pas. Dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à tes détracteurs qui Ouais. disent que tu es un coach qui récupère beaucoup, mais qui n'est pas un coach qui forme? Ça, c'est quelque chose que, présume, tu as déjà entendu? Et comme tu as dit tout à l'heure, on dit pas forcément les choses, tu vois. Alors, moi, je te le dis. Écoute, non, moi je trouve que, certes, quand je suis arrivé sur Paris, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, mais sur Bordeaux, j'étais formateur, clairement. Maintenant, sur Paris, j'en ai formé quelques-uns, là, Sana Koulibaly, j'ai des petits jeunes aussi qui arrivent là bientôt, et des amateurs, j'en ai eu. T'as toujours l'amour de... Est-ce que c'est un truc qui te plaît, ou est-ce que tu dis, moi, un mec qui est pro aujourd'hui, qui vient dans mon club, bah écoute, ça m'arrange, c'est un autre taf, c'est un taf différent, mais... C'est comme il présente les choses. Déjà, tu vois, c'est pas un relou qui va me prendre, qui va me bouffer d'énergie, pourquoi pas. Et je vois après derrière, est-ce qu'il apporte quelque chose au groupe, parce que je pense au groupe. Et puis voilà. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui m'ont rejoint tout au long de ces 10 ans. Chacun a performé. Je veux dire, ma méthodologie d'entraînement, et s'il vient me voir, c'est pas pour rien. C'est parce que peut-être que je lui ai apporté quelque chose. Donc si j'arrive à lui apporter quelque chose et que ça fonctionne et que les gens le voient, ça me va. On m'a souvent parlé de Tommy Compère, qui savait pas faire du corps à corps, qui savait pas forcément enchaîner des coups, parce qu'il est juste puissant. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui me disent comment t'as fait avec lui. Tu vois, tu as appris le corps à corps, il faisait des projections, il avait un vrai style Muay Thai. Voilà, on a bossé. J'ai eu Adam Noy, c'est un artiste, hein, qui est passé, il est resté 2 ans et demi avec moi. Avec moi, il a fait les plus gros plateaux. Et on a remporté des combats. Maintenant, moi, je cherche pas la lumière, c'est eux qui viennent. Moi, j'ai rien demandé. À chaque fois, je demande rien. Maintenant, s'ils vont pas te voir à toi, à ceux qui parlent, c'est pas mon problème, tu vois. T'as raison. On n'oblige personne à aller Moi, je vais pas, j'envoie pas des messages sur Instagram. Qu'est-ce que tu fais? T'es un boxeur? Non, moi, je m'en fous, en fait. Tu vois. Bon, des questions subsidiaires. Est-ce que c'est vrai que quand t'éternues, tu dis oh ouais? Ouais. Ok. C'est un truc de fou, ouais. Ouais. On s'est un peu renseigné.
Ouais. On s'est un peu renseigné avant de faire Tu l'interview. vois, vous Muay Ça Thai prouve forever que tout le t'aimes temps. vraiment le Muay Thai. Ouais, c'est ça. Ouais. Rodrigo, merci à toi Ouais, merci à toi. d'avoir été avec moi. C'était un plaisir. Franchement, c'était un plaisir. Ouais, merci. On se connaît, mais on n'a pas vraiment l'occasion, c'est vrai, C'est ça, d'échanger. ouais, d'échanger, stopper un petit peu. Bon, bonne continuation à toi Ouais, dans ta merci. carrière. Merci. On se retrouve, nous, dans 15 jours pour le prochain invité. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aider une paire de gants de Wittelgear, notre partenaire que je remercie. Également, Noubamira. Je vous donne rendez-vous donc au prochain Chrono Fight. Et d'ici là, n'oubliez pas, fight forever.